Le directeur général Thomas traversait les couloirs en direction de la salle de réunion. Dans son costume impeccablement taillé, il se déplaçait comme une figure omnisciente, chaque détail de son environnement soigneusement ordonné pour maintenir l'apparence de normalité. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était empreinte d'une froideur silencieuse. Thomas se tenait devant ses directeurs, les regardant avec une autorité inébranlable. Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix inflexible, nous avons reçu des instructions de maintenir la discipline, sans interruption. Les conditions doivent rester sous contrôle. Les perturbations potentielles doivent être évitées. Les instructions protocolaires données par Thomas étaient presque mot pour mot les mêmes que la veille et celles de tous les jours précédents. Cependant, les directeurs l'écoutèrent avec discipline, gravité et respect. L'un des directeurs, manifestant une légère inquiétude, osa intervenir. Et, si des imprévus surgissent, nous savons que la situation peut évoluer rapidement. Thomas, les yeux fixes et sans émotion, répondit d'une voix aussi glaciale que le décor. L'apparente normalité peut être trompeuse. Notre responsabilité est de garantir que cette normalité perdure. Chaque détail doit être surveillé pour éviter toute dérive. Les directeurs hochèrent la tête en un accord silencieux. La rigueur devait être maintenue à tout prix, et chacun devait rester vigilant pour préserver cette façade de normalité dans ce sérieux protocolaire. Le silence respectueux qui suivit les directives de Thomas témoignait de l'influence intimidante qu'il exerçait sur ses subordonnés. À l'heure du déjeuner, les directeurs prenaient leur pause dans des salles individuelles alignées le long du long couloir du dernier étage. Conçues pour minimiser toute forme de distraction, ces pièces étaient à peine plus grandes qu'un cabinet de toilette, aménagées de manière austère, avec juste de quoi réchauffer et servir un repas. Un rebord de bar, fixé contre une grande baie vitrée, offrait une vue panoramique sur l'extérieur du bâtiment. Devant la tablette à manger, une chaise simple était placée, tandis qu'un fauteuil en plastique rigide permettait de contempler le paysage désolé jusqu'à perte de vue. Une petite étagère servait de vestiaire, et il était strictement interdit d'apporter des téléphones ou tout objet personnel dans ces salles, comme dans le bâtiment. En vis-à-vis de la grande baie vitrée donnant sur l'extérieur, une autre baie vitrée tout aussi imposante constituait l'entrée de la pièce, dotée d'une porte équipée d'une serrure électronique et d'une caméra de surveillance discrète. Ce dispositif garantissait une intervention rapide en cas de malaise ou d'urgence. Les directeurs n'étant dans leur salle de pause privée visible de personne, à l'exception de cette caméra. Les directeurs devaient également consigner leur journée dans un journal papier personnel à conserver dans leur salle de pause. L'objectif de cet exercice était de maintenir un équilibre cognitif et émotionnel. Toutefois, la nature privée de ces journaux spéculait spéculation parmi les directeurs quand ils de lecture par la hiérarchie. Ce qui en fait n'était jamais arrivé. Ce rituel visait à permettre un déchargement mental du stress accumulé et à structurer la réflexion pour éviter les erreurs dues à la fatigue. Bien que ces moments de solitude semblaient offrir une pause, la présence omniprésente du système de surveillance rappelait que même ces instants d'introspection étaient encadrés par un contrôle discret mais constant. Thomas, quant à lui, bénéficiait d'un bureau plus spacieux, situé au début du couloir. Il y prenait sa pause dans un environnement plus spacieux, mais il devait surveiller en permanence le reste du bâtiment. Dans l'open space de production, les directeurs prenaient place sur des fauteuils ergonomiques personnalisés. La salle, bien que compacte, offrait une certaine variété. Certains avaient à leur disposition un vélo stationnaire ou un tapis de sport. C'était là leur espace de travail, où ils pilotaient les ouvriers disséminés dans tout le bâtiment. Le terme piloter désignait en réalité une supervision d'un processus où les ouvriers, des machines automates intelligentes identiques et interchangeables, s'organisaient elles-mêmes sur une immense chaîne de production, répartie sur tout le reste du bâtiment. La chaîne de production était constituée d'une multitude d'ateliers, une seule unité ouvrière pouvant réaliser toutes les tâches et faire tourner le bâtiment à elle seule, ce qui permettait de façonner n'importe quel est l'objet jusqu'aux ouvriers eux-mêmes.
Le pilotage était réparti par groupe de 3 directeurs, chacun supervisant les mêmes 5 machines. Cette redondance, justifiée par le besoin d'une vigilance maximale, engendrait en réalité une compétition tacite. Tout manquement était susceptible d'être détecté ou surpassé, maintenant une pression constante. Les directeurs, obsédés par la performance et la concentration, restaient attentifs non seulement aux machines, mais aussi à leur propre performance dans la hiérarchie invisible. Les directeurs scrutaient les paramètres des ouvriers ainsi que toutes les caméras incorporées ou externes pour déceler la moindre déviance de la normalité. En cas de dysfonctionnement, les options étaient limitées. Requalification pour réinitialiser l'ouvrier ou conformation, impliquant la destruction de l'ouvrier et sa transformation en matière première. Les cerveaux des ouvriers, initialement minimalistes, apprenaient et amélioraient les tâches et leurs organisations grâce à la mémoire collective des autres machines. Cependant, la surveillance humaine demeurait essentielle pour une seule raison, mais qui recouvre une multitude de problématiques techniques et éthiques. Les ouvriers devaient bien fabriquer exactement ce qui leur était demandé, sans quoi les conséquences pouvaient être désastreuses pour des millions, voire des milliards de personnes. C'est aussi pour cela que dans ce bâtiment, tous les travailleurs humains, jusqu'aux employés de ménage, ont le statut de directeur, afin qu'ils endossent toutes les responsabilités. La consigne hiérarchique provenant de gestionnaires s'étant octroyé le statut de simples actionnaires, étant uniquement de maintenir la normalité. À la fin de la journée, les directeurs se retrouvaient en groupe de 2 au maximum, murmurant avec une prudence calculée. Vous pensez que tout est vraiment sous contrôle? Demanda un directeur, l'incertitude perçant dans ses paroles. Je suppose que oui. Le directeur général ne nous laisse pas de place pour la négligence. Mais il vaut mieux ne pas prendre de risques, répondit l'autre, ses yeux scrutant l'environnement avec méfiance. Malgré une apparente détente, la surveillance restait omniprésente. Les conversations étaient empreintes de prudence, chaque mot pesé pour éviter toute erreur susceptible d'entraîner des répercussions. Thomas, même dans ces moments de relâchement apparent, conservait une vigilance constante, garantissant que la discipline demeurait une priorité. La façade rigide du bâtiment continuait de fonctionner sous une normalité contrôlée. Les tableaux d'affichage, toujours animés par des informations impersonnelles, contribuaient à l'illusion d'une efficacité parfaite. Les bureaux, toujours immaculés, étaient entretenus par les employés de ménage dans un cadre d'efficacité minutieuse. Un réseau de vidéosurveillance, relié à un ordinateur central, s'assurait que chacun, y compris Thomas et l'ensemble de la hiérarchie, respectait les directives. Les caméras, stratégiquement placées, observaient chaque geste et décision, veillant à ce que la normalité soit maintenue à tous les niveaux. Tard dans la soirée, lorsque le bâtiment était vidé de ses directeurs, une équipe de 3 directeurs pénétrait dans la salle d'embarcation. Immense et éclairée par une lumière blanche aveuglante, la pièce abritait 5 immenses semi-remorques destinées à transporter la production quotidienne. Les ouvriers, machines imposantes et d'une précision extrême, exécutaient leurs tâches avec une vitesse calculée, empilant les conteneurs, avec une synchronisation impeccable. En moins de 5 minutes, l'immense véhicule était prêt à partir. Les directeurs observaient le processus en silence, chacun concentré sur sa tablette et complétant les rapports numériques. Par souci de conformité, chaque directeur rédigeait également un certificat papier. Une fois l'opération terminée, les rapports étaient échangés et validés mutuellement avant la clôture de la procédure. Le silence de la salle était uniquement perturbé par les bruits feutrés des automates. Les directeurs, habitués à ce rituel quotidien, accomplissaient leurs tâches avec une précision quasi mécanique, comme des rouages dans l'immense machine de l'entreprise. Après avoir finalisé les formalités, ils montèrent à l'arrière de la remorque, où des sièges confortables étaient réservés pour le long trajet. Ils pénétraient ensuite à l'arrière de la remorque du camion, où les attendait un compartiment discret, mais étonnamment confortable. De larges bancs rembourrés, installés face à de petites baies vitrées, leur offraient une vue limitée sur le paysage nocturne qu'ils allaient traverser. La production du jour était en route, et eux-mêmes, en quelque sorte, livrés à la prochaine étape de leur mission.